Alors, le cas du plurilinguisme. Heu, donc justement dans ces évaluations, c'est quelque chose qui va poser question. Alors, on a donc différents types de bilinguisme ou de plurilinguisme. Il y a, ce qu'on appelle le bilinguisme simultané. Donc là, l'enfant, dès le début, dès sa naissance, il est exposé à plusieurs langues. Il entend dans son environnement plusieurs langues. Ça, c'est sans aucun souci sur le développement du langage. On peut parfois avoir des petites subtilités où on peut avoir l'impression que les enfants bilingues ont un lexique un peu moins riche. En fait, ils ont un lexique moins riche dans chaque langue évaluée séparément. Et si on évalue l'ensemble de leur vocabulaire, qu'on combine, les 2 langues, par exemple, on a, un niveau de langage qui est tout à fait similaire à celui d'un enfant, monolingue, unilingue. Donc ça, c'est le bilinguisme simultané. Dès le début, l'enfant, est exposé à plusieurs langues, 2 langues, 3 langues. Là, il y a aucune raison, en fait, que les choses, soient négatives pour le développement de son langage. Ensuite, il y a le bilinguisme consécutif précoce. Quand une, seconde langue est introduite entre 3 et 5, 6 ans, 6, 7 ans, là, les choses peuvent très bien se passer, mais il faut que la première langue sur lequel, la première langue, la langue maternelle de l'enfant, soit assez bien maîtrisée parce qu'en fait, la seconde langue va s'ancrer sur cette première langue, bien maîtrisée. Et puis, bien sûr, il faut que l'enfant soit suffisamment exposé à cette seconde langue pour développer, de bonnes compétences à ce niveau. Et la troisième sorte de bilinguisme, c'est le bilinguisme tardif, quand il survient après 6, 7 ans. Et là, on est dans un apprentissage beaucoup moins automatisé, qui va nous demander beaucoup plus d'efforts cognitifs, hein. Vous en avez déjà un petit peu parlé avec Marcella ce matin, il me semble. Mais en fait, c'est voilà, c'est nous, comme les adultes, hein, aussi, à partir de 16, 6, 7 ans, ça revient un peu presque, au même. Bon, même si encore une fois, c'est un continuum, hein, donc plus on apprend tard, plus ça peut être difficile. En tout cas, ça va nous demander beaucoup d'efforts, en fait, pour apprendre, une deuxième langue, alors que ça se passe assez naturellement quand c'est, introduit de façon précoce. Donc pour qu'un bilinguisme marche bien, il faut une exposition suffisante dans les 2 langues, donc un bain de langue suffisant dans les 2 langues. Donc ça, le niveau forcément d'acquisition de chaque langue est vraiment lié à la quantité d'exposition de chacune et souvent il y a une langue qui est dominante et quand il s'agit d'une seconde langue qui est apprise, successivement, hem, donc que ce soit un bilinguisme consécutif ou un bilinguisme tardif, quand on a une langue, qui est acquise secondairement, il faut qu'il y ait des acquis linguistiques antérieurs qui soient solides. Il faut que la langue maternelle, il faut qu'elle soit solide. Donc il y avait une expérience que je trouvais intéressante. Mince, je me rends compte, j'ai pas mis les auteurs. En tout cas, cette expérience, voilà, c'est des enfants hispaniques, qui étaient gardés, soit avant l'entrée à l'école, hem, par, des nourrices, des assistantes maternelles, enfin, soit ils étaient gardés, par des nourrices qui parlaient également que espagnol, soit ils étaient gardés, par des personnes anglophones avant d'entrer dans un milieu scolaire exclusivement anglophone. Donc typiquement, ça peut se passer, je ne sais pas, comme ça dans certaines régions aux États-Unis où à l'intérieur de la famille, on va beaucoup parler, espagnol, et puis ensuite les enfants vont à l'école anglophone et donc finalement, les parents auraient pu se dire: «Bah tiens, moi je vais trouver quelqu'un qui parle anglais pour préparer l'enfant à l'entrée en école maternelle, à l'entrée à l'école et donc du coup, le faire garder plutôt par quelqu'un qui parle anglais». Et ben, en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, les auteurs, c'est que ceux qui avaient été exposés exclusivement à leur langue maternelle, donc qui avaient été des parents espagnols et ensuite une nounou gardée en espagnol, et ben, ils présentaient un meilleur apprentissage de l'anglais à long terme. En fait, ce qu'il y a comme idée derrière sous-jacente, c'est que un enfant qui a des compétences solides dans sa langue maternelle, donc qui a bien pu développer, sa langue maternelle parce qu'il y a ses parents, qui parlent sa langue maternelle évidemment, mais aussi parce qu'il a été gardé, par, quelqu'un qui parlait, la langue maternelle et ben, ensuite va avoir plus de facilité pour apprendre une seconde langue. Donc c'est vraiment important d'encourager les parents à utiliser leur langue maternelle parce que ça va donner un meilleur modèle de langage, un langage plus riche, plus élaboré, plus construit. Forcément, bah, aussi parce que les échanges vont être plus fluides, naturels et facilités, donc on a une meilleure communication dans la langue maternelle. Et puis parce qu'il y a aussi tous les enjeux de la transmission de la culture liés à la langue qui sont évidemment très importants.
Et chez les enfants bilingues, on repère souvent dans les études qu'il y a de meilleures capacités d'écoute, qu'il y a de meilleure mémoire, en moyenne, hein, bien sûr, une plus grande flexibilité cognitive, de meilleures capacités de résolution de problèmes, et cetera. Donc c'est vraiment une richesse, le bilinguisme, le plurilinguisme. Parce que parfois, les parents nous posent la question de dire: «Est-ce que finalement mon enfant a un trouble du langage oral? Est-ce que finalement c'est pas, une mauvaise idée de continuer à lui parler plusieurs langues alors que déjà il a du mal avec une seule?» Alors ce qui est sûr du coup, c'est que c'est pas le bilinguisme qui est la cause du trouble du langage oral. Donc ça, j'espère qu'avec tout ce qu'on a dit, c'est évident. Mais en tout cas, clairement, rien que pour citer un exemple, un argument, on a la même proportion d'enfants avec des troubles du langage oral dans des groupes bilingues ou dans des groupes monolingues. Alors, effectivement, il peut par contre sembler plus simple de concentrer les efforts sur une seule langue. De toute façon, souvent la rééducation, elle est faite dans une seule langue en fait, hein. Mais si c'est pas la langue maternelle, il faut quand même toujours que cette langue maternelle continue d'être privilégiée à la maison, continue d'être enrichie, continue d'être présentée à l'enfant, continue d'être travaillée. Donc il faut qu'après le travail de rééducation, il se fasse en collaboration avec la famille pour que la langue maternelle puisse continuer d'être utilisée. Alors c'est vrai qu'une autre, question par rapport au plurilinguisme, c'est que l'évaluation du langage oral, elle peut être problématique en situation de plurilinguisme. Parce que l'évaluation du langage oral, elle devrait pouvoir tenir compte donc pour savoir si un enfant a un trouble, hein, comme on disait ce matin, s'il se distingue de la norme et cetera, on va mesurer les choses. Donc pour mesurer son langage oral, il faut tenir compte du contexte linguistique et donc savoir s'il est dans un contexte de plurilinguisme. Sauf qu'en vrai, c'est quand même souvent difficile d'évaluer toutes les langues. Les orthophonistes ne vont pas forcément parler la langue maternelle de l'enfant, mais c'est très important parce que de se poser cette question-là, parce qu'on a un risque de diagnostic erroné si en fait les déficits qu'on mesure sont en fait liés à une faible exposition à la langue qui est utilisée dans le test. Et par exemple au Maroc, moi j'avais une stagiaire, cette année, marocaine qui m'expliquait ça, qui me disait, en fait, les tests a priori de langage sont beaucoup basés, donc peut-être je me trompe, vous pourrez me corriger, mais de ce qu'elle me disait, ce que j'en comprenais, c'est que les tests, de langage utilisent beaucoup en fait l'arabe littéraire et l'arabe littéraire donc qui est utilisé, à l'école et qui est pas la langue parlée au quotidien à la maison. Donc finalement, dans ces cas-là, on mesurerait plus le langage oral lié aux acquisitions scolaires. Hem donc ça veut dire qu'il faut avoir bien conscience que nos tests ont ce biais-là, et il faut dans ce cas plutôt enfin se baser ou en tout cas que ça pèse tout autant sur, l'entretien avec les parents, la recherche des facteurs de risque, des indicateurs, de faibles pronostics, tout ce qu'on a détaillé un petit peu plus en amont. De façon générale, et ça c'est valable, au niveau international, enfin partout, les outils pour mesurer le langage oral restent à améliorer. C'est compliqué de tester toutes les composantes du langage. C'est compliqué de tester la pragmatique, par exemple. La phonologie, on peut se dire c'est plus facile parce qu'il suffit de faire répéter à l'enfant plein de mots, faire le tour de tous les sons. Euh, enfin, il y a plein de façons d'évaluer la phonologie de façon différente, mais en tout cas, on arrive à se faire une idée en faisant le tour avec plein de tests différents. Il y a certaines composantes qui vont être plus complexes. Ça va être plus compliqué parfois, par exemple, d'évaluer le lexique parce qu'on peut tester le vocabulaire de l'enfant, mais après il y a plein de types différents de vocabulaire et peut-être qu'il y a des troubles du langage qui vont plutôt, toucher, par exemple, tout ce qui va être mots d'action et d'autres qui vont être plutôt concerner les objets, d'autres qui vont plutôt concerner les mots abstraits. Enfin, c'est très difficile de faire le tour de tout le langage oral quand on fait un bilan. Hem mais il faut quand même tendre à ça, il faut quand même essayer d'améliorer nos outils, et puis, bah, toutes nos mesures de facteurs de risque, d'indicateurs et cetera, parce que c'est ça qui va permettre ensuite une meilleure prise en charge pour l'enfant. Donc cette prise en charge des troubles du langage oral, elle commence par un bilan et qui va ensuite amener éventuellement un suivi au niveau médical. On a dit qu'il fallait quand même être sûr que l'enfant entende bien, qu'il n'y ait pas des lésions cérébrales, un syndrome génétique, quelque chose qui vienne, expliquer aussi finalement son trouble du langage oral. Et puis, bah, il y a le bilan et le suivi orthophonique et donc la rééducation. Donc moi je suis pas orthophoniste en plus, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la rééducation orthophonique. Par contre, ce que je fais souvent dans mon travail et que je fais en collaboration avec les orthophonistes, c'est de réfléchir aux adaptations. Comment est-ce qu'on peut contourner le trouble? Comment est-ce qu'on peut réduire les conséquences du trouble au quotidien? Alors, contourner le trouble, enfin, réduire les conséquences du trouble au quotidien, ça va passer par le fait de contourner le trouble. Contourner le trouble du langage oral, en fait, c'est éviter de passer par la modalité du langage oral et donc on va passer par une modalité plus visuelle.
Et puis, c'est aussi, prendre en compte les particularités du langage. Est-ce que c'est des difficultés d'expression, de compréhension, qui touchent le lexique, qui touchent la pragmatique et cetera, pour, réfléchir à comment réduire ces conséquences au quotidien. Donc sur les supports non verbaux, tout ce qui va être, modalité visuelle, il y a les gestes, donc les gestes Makaton par exemple, qui peuvent être utilisés, qui sont assez intéressants, qui sont un mélange en fait entre la langue des signes, hem et le langage parlé. Parce qu'en général, on va respecter par exemple l'ordre des mots, la syntaxe, du langage parlé, alors que dans la langue des signes, officielle, il y a une syntaxe, qui est propre à cette langue. Donc Makaton est un peu à l'intermédiaire. On va utiliser globalement en fait des pictogrammes, des images. Ça c'est par exemple, des exemples de consignes où vous voyez en fait il y a un dessin qui illustre en même temps la consigne. Hem, Ça c'est aussi la roue par exemple, j'avais vu ça pour, une classe, c'était sur un site d'un enseignant, c'est la roue de la résolution des problèmes. Donc, qu'est-ce que je peux faire face à un problème? Et vous voyez qu'à chaque fois il y a une image qui vient associer, le concept en fait. Donc vraiment l'importance des supports visuels. Et puis vraiment, quand la communication est très difficile, donc comme je disais, il y a les pictogrammes, le Makaton, et cetera. Et puis il y a aussi des applications sur tablette. Et il y a une application notamment qui est gratuite et qui est bien faite, c'est Let Me Talk. Et elle, en fait, dans cette application, l'enfant va choisir des catégories d'images pour choisir les objets dont il veut parler, en fait, hein. Et on va pouvoir lui mettre les suites, par exemple, pour s'habiller. Si on veut dire: «Bah, mets d'abord ton pantalon, après ton t-shirt, après tes chaussettes», on peut lui présenter ça. Mais lui aussi, quand il veut parler, va pouvoir sélectionner les images de ce qu'il veut évoquer. Il peut prendre en photo aussi, par exemple, s'il veut parler des maisons en général, il peut prendre l'image d'une maison en général, mais il peut aussi parler de sa maison en particulier et il peut y avoir, dans la tablette une photo de sa maison qui a été prise en photo s'il veut parler en particulier de sa maison. Il y a des dictionnaires visuels en ligne qui sont pas trop mal, il y a aussi des encyclopédies visuelles, donc là pour les aspects plus scolaires qui sont vraiment très bien. Et puis par exemple pour tout ce qui est plutôt du quotidien, il y a tous les livres de recettes en images aussi, d'ailleurs qui peuvent aussi servir, dans les cas de dyslexie, sévère, qui sont vraiment pas mal. Pour les langues étrangères aussi, par exemple pour l'anglais, il y a des dictionnaires visuels, avec les mots qui sont présentés en français et en anglais. Donc voilà, on a pas mal d'outils. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut faire reformuler les enfants, mais pas forcément les faire répéter. Donc faire répéter, c'est quelque chose qui peut être travaillé en séance d'orthophonie pendant la rééducation, mais au quotidien, l'idée, c'est de ne pas harceler les enfants et pas leur demander sans arrêt de faire des efforts. Quand ils prononcent mal quelque chose ou qu'ils construisent mal leur phrase, c'est plutôt de reformuler pour leur faire entendre le bon modèle, mais pas forcément les forcer à produire, de la bonne façon. Pour les plus grands, on va aller chercher des adaptations qui vont être ciblées en fonction, des atteintes, qui peuvent être des fois un peu plus subtiles. Par exemple, s'il y a un enfant qui a un trouble, lexical, comme on le voyait par exemple avec Clara, un manque du mot, si il a du mal à accéder à aller chercher lui-même le mot, on peut privilégier par exemple les QCM, les questions à choix multiples, puisque là, le mot est présenté à l'enfant et donc lui, en fait, il a la connaissance, c'est juste qu'il a du mal à aller la chercher. Dans un QCM, la connaissance est déjà présente et donc hop, ça lui active beaucoup plus facilement et donc il sera beaucoup moins en difficulté, sur ce type d'exercice que si c'est juste une question ouverte, en fait. Si par exemple un enfant a un trouble syntaxique, qui fait des erreurs dans la construction de ses phrases, de la grammaire, on peut adapter le niveau de difficulté d'un texte et puis on peut aussi adapter les choses en se disant: «On ne va pas le pénaliser pour les erreurs dans la forme». Par exemple, si c'est une rédaction, qui demande d'imaginer, enfin si ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment d'évaluer les idées de l'enfant, dans ce cas-là, on ne va pas le pénaliser pour les erreurs de forme, on va vraiment évaluer le fond. Si par exemple c'est un problème de maths, on ne va pas lui enlever des points parce qu'il a mal formulé sa réponse au sein d'une phrase. Ce qui compte, c'est que le résultat, par exemple, du calcul ou du problème soit correct. Donc on va, voilà, pouvoir cibler en fonction des difficultés. Et puis, il faudra aussi favoriser dès que possible l'entrée dans le langage écrit. Donc le langage écrit, on a vu, alors déjà le langage écrit en fait, c'est comme une partition du langage oral. Donc ça peut aider les enfants à mieux développer leur langage oral. En fait, quand les mots, sont un peu incertains dans leur forme phonologique, par exemple pestacle et spectacle,
Et ben, le fait qu'il soit écrit, vous avez l'ordre des lettres et donc vous avez l'ordre des phonèmes qui est donné précisément. Vous avez une sorte de partition de votre mot et donc ça peut aider les enfants à mieux développer leur langage oral. Mais aussi, il faudra favoriser cette entrée dans le langage écrit parce que c'est aussi un facteur de risque. Comme on l'a vu, si on a un trouble du langage oral, il y a quand même quasiment 50 de chances, enfin au moins 50 de chances qu'il y ait un trouble du langage écrit. Donc on va essayer de prévenir ce trouble, d'anticiper en mettant en place des choses pour favoriser l'apprentissage de la lecture. Donc il faut pouvoir mettre en place des méthodes d'apprentissage qui vont être coordonnées avec l'orthophoniste, qui vont être cohérentes pour que les choses euh, soient plus cohérentes donc pour l'enfant. Et puis comme ça, si tout le monde utilise la même méthode, s'ils travaillent comme ça en orthophonie et à l'école, et on aura une stimulation qui est du coup plus intensive, qui est plus cohérente. Et puis on pourra aussi partager les aides efficaces. Par exemple, l'orthophonie, elle pourra expliquer un peu plus le profil de langage à l'enfant. L'enseignante, elle pourra expliquer à l'orthophoniste, ah ben, j'ai vu que ça, il y arrivait quand même bien, que c'était plus facile quand je faisais ça aussi. Donc, ils vont pouvoir un peu partager du coup les aides. Et ce qu'on propose souvent qui est à utiliser, c'est les gestes Borel-Mésoni. En fait, c'est vraiment intéressant. Les gestes Borel-Mésoni, ils sont vraiment intéressants parce qu'en fait, on utilise un geste qui va être en lien avec un son et souvent qui est aussi en lien avec la forme de la lettre. Donc là, vous voyez par exemple, donc là, je vous en ai mis quelques-uns, mais ici, on voit le O. Donc le O, c'est le geste comme ça, en fait, on forme un O avec la main et le on qui est nasalisé, donc on fait il y a quelque chose qui se passe au niveau du nez et ben, l'enfant va mettre, ce O contre son nez et ça va faire le son on. Donc quand les enfants ont du mal à distinguer les sons, comme on voyait avec Anissa par exemple, et ben, le geste va désambiguïser, va éviter les ambiguïtés quand ils ont des troubles de la discrimination. Le son peut être ambigu pour l'enfant, le geste ne l'est plus. Donc grâce au geste, l'enfant va savoir de quel son il s'agit et va pouvoir du coup le transcrire ensuite, à l'écrit. Et en plus, ça favoriserait aussi la conscience phonologique et puis on serait dans quelque chose de multisensoriel, donc qui favoriserait aussi la mise en mémoire, avec en plus souvent des indices mémotechniques. Comme je disais, le O, en fait, on fait avec la main, la forme d'un O. Donc ça, c'est, assez intéressant comme approche. Et puis, une dernière chose, c'est que c'est intéressant de pouvoir aussi expliquer à l'enfant son trouble. Pour moi, ça fait partie intégrante aussi du processus de prise en charge, de rééducation, de remédiation. Que l'enfant comprenne de quoi il s'agit. C'est très important aussi sur le plan psychologique pour l'enfant, je pense. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est issu d'un travail de collaboration donc avec, donc ma collègue Marcella Perron-Bertolotti et une autre collègue orthophoniste avec qui je travaille, où en fait, on a fait ce travail pour expliquer aux enfants, qu'est-ce que c'est un trouble développemental du langage, ça veut dire quoi? Et on a repris plusieurs éléments clés qu'on a décliné donc soit en poster comme vous voyez ici, soit en petite carte postale avec d'un côté quelque chose qui s'adresse plutôt à l'enfant. Donc par exemple, cette carte postale qui explique: «Tu as un cerveau en bonne santé et tu entends bien». Donc ce qui est sous-entendu nous derrière, bah, c'est un peu nos critères, «d'exclusion» entre guillemets et après c'est expliqué du coup à l'arrière de la carte postale, c'est que les enfants donc avec un trouble développemental du langage ne présentent pas d'atteinte neurologique, pas de lésion cérébrale ni de surdité, ils entendent bien. Il n'y a donc pas de condition biomédicale particulière qui explique le trouble du langage, mais des facteurs génétiques et ou environnementaux multiples et intriqués sont en jeu. Donc en fait, on fait un petit état des lieux de là où on est dans la recherche et puis des choses dont on a parlé hein, aujourd'hui. Donc ça s'adresse plutôt aux parents, c'est plutôt destiné aux parents. Et puis il y a l'image et puis une phrase assez simple et directe qui, elle, s'adresse plutôt à l'enfant.